Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une technique de recherche un peu particulière, le Google Dorking. On entend parfois aussi Google Hacking. Oui, c'est ça. C'est une méthode qui va bien au-delà de ce qu'on fait tous les jours sur Google, hein. Pour en parler, on s'appuie sur des extraits de la puissance du Google Dorking. D'accord. L'idée, c'est de bien comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi c'est important d'en parler. On va voir les usages légitimes, surtout pour les tests de sécurité, mais aussi, très important, les questions d'éthique. Tout à fait. Et on va voir comment, avec des requêtes bien spécifiques, on peut dénicher des infos qui, normalement, restent invisibles avec une recherche standard. C'est une autre facette de Google, en fait. Alors, commençons par la base, le Google Dorking. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une technique de recherche avancée. Elle utilise des requêtes très spécialisées, on les appelle des dorks, pour aller creuser, disons, dans les profondeurs de l'index Google. Mais qu'est-ce qui change vraiment par rapport à une recherche classique? Parce que Google, bon, on l'utilise tout le temps. La grosse différence, c'est l'objectif. Le Google Dorking, ça vise à trouver des informations qui ne sont pas censées être là, ou du moins pas si faciles d'accès. Ça peut être des données mal protégées, des documents internes, parfois confidentiels. Ah oui, Oui, ou des types de fichiers très spécifiques. Et puis, il y a l'aspect sécurité. Ça peut révéler des vulnérabilités sur des sites web. des vulnérabilités. Concrètement, ça veut dire quoi? On parle par exemple de bases de données qui se retrouvent exposées sur Internet par accident, ou des portails de connexion un peu oubliés, des interfaces d'administration. Qui n'aurait jamais dû être indexé par Google, hein. Exactement, et qui se retrouvent donc publiques. C'est là qu'on mesure la puissance de l'outil, mais aussi le danger, quoi. On a vu des cas où des stratégies d'entreprise, des listes de clients, hop, indexées alors qu'elles n'avaient rien à faire là. Ça pose tout de suite la question de l'éthique, c'est clair, hein. C'est un outil puissant, mais on imagine bien les problèmes si c'est mal utilisé. Ah bah oui, c'est vraiment un outil à double tranchant. L'utilisation est tout à fait légitime. Par exemple, quand une entreprise demande une évaluation de sécurité sur ses propres systèmes, là c'est cadré, il y a une autorisation. D'accord, ça c'est l'usage propre. Et à l'inverse, qu'est-ce qui serait un usage problématique, voire illégal? C'est dès qu'on utilise ces techniques sans avoir le droit. Par exemple, essayer de passer outre un paywall pour lire un article payant. Ou pire, tenter d'accéder à des zones d'un site où on n'est pas censé aller ou à des données privées. Et là, on tombe dans l'illégalité. Oui, selon la situation et les lois du pays, ça peut être vu comme du vol de propriété intellectuelle ou même comme une intrusion dans un système informatique. Faut pas jouer avec ça. Donc, les principes éthiques de base, ce serait quoi? Restez prudent. C'est surtout l'intention qui compte. Il faut agir de manière responsable, ne pas chercher à accéder à ce qui est protégé et respecter les conditions d'utilisation de Google et des sites qu'on explore. La curiosité, ça ne justifie pas tout. C'est bien noté. Vous parliez aussi des tests d'intrusion, le pen testing. Le Google Dorking, ça sert à quoi là-dedans? Hein, c'est un outil fondamental, surtout au début, dans la phase de reconnaissance. Les pros de la sécurité, les pen testers, ils utilisent pour voir ce qu'on appelle la posture de sécurité d'une boîte. En gros, qu'est-ce qui est visible et potentiellement vulnérable depuis l'extérieur, depuis Internet. D'accord. Et cette facilité d'accès via le dorking, ça montre bien un truc plus général. La surface d'attaque des entreprises, elle s'étend tout le temps, et souvent sans qu'elles s'en rendent compte. Et comment ils font concrètement, ces pen testers? Ils construisent des requêtes Google très pointues, les fameux dorks, pour repérer des points d'entrée possibles. Des trucs qu'un pirate pourrait essayer d'exploiter. Ça peut être trouver un serveur mal configuré qui laisse voir des dossiers ou des fichiers importants, par exemple. Et le but final, c'est d'aider l'entreprise à corriger ça, j'imagine, hein? Exactement. L'idée, c'est de trouver les failles avant les méchants. Ça permet à l'organisation de corriger, reconfigurer le serveur, supprimer des fichiers sensibles, ce genre de choses. C'est préventif pour renforcer la sécurité. Je me souviens d'un cas, lors d'un test autorisé bien sûr, où une simple recherche filetype.xls password sur le site du client a sorti un fichier Excel oublié, avec des mots de passe dedans. Ah oui, quand même. Oui, ça montre que parfois c'est d'une simplicité déconcertante comment des infos critiques peuvent fuiter. Bon, alors, entrons un peu dans la technique. Comment ça marche, ces requêtes spéciales? Il faut connaître des commandes particulières? Oui, ce sont les opérateurs de recherche avancée de Google. On les appelle souvent les commandes de Google Dorking. Elles permettent de filtrer, d'affiner les recherches de manière très précise, pour vraiment cibler une information ou une vulnérabilité. Savoir les utiliser, ça change complètement la recherche. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples pour qu'on voit un peu comment ça marche? Bien sûr, prenons site.domaine.
Celle-là, elle limite la recherche à un seul site web. Par exemple, si on tape site.lemonde.fr intelligence artificielle, eh ben, on n'aura que des résultats venant du site lemonde.fr. C'est super utile pour se concentrer sur une source. Ah oui, je vois. Pratique. Et si on cherche des types de fichiers précis, genre des PDF ou des documents Word? Alors là, on utilise filetype.type. Par exemple, filetype.pdf, rapport RSE. Ça va chercher uniquement les PDF qui contiennent rapport RSE. C'est parfait pour trouver des documents spécifiques. Il y a aussi x.extension, qui est similaire, mais qui regarde l'extension du fichier, comme x.xlsx pour les fichiers Excel. Intéressant. Et on peut aussi chercher des mots directement dans l'adresse de la page, l'URL. Tout à fait, c'est la commande inurl mot-clé. Par exemple, inurl admin ou inurl login. Ça peut potentiellement faire remonter des pages d'administration ou de connexion qui sont souvent des zones sensibles. Dans le même esprit, il y a untitle.mot-clé. Ça cherche le mot dans le titre de la page, celui qu'on voit dans l'onglet du navigateur. Par exemple, intitulé tableau de bord. D'accord. Et puis, il y a des opérateurs un peu plus avancés, comme terme, around, ex, terme. Ça trouve des pages où deux mots sont proches l'un de l'autre, avec X mots maximum entre les deux. Si on cherche cybersécurité around 5 PME, on va trouver des textes où on parle des deux ensemble. C'est pas mal pour explorer des liens entre des idées. Ah oui, ça c'est intéressant pour analyser du contenu. Et on peut même chercher des chiffres dans une fourchette précise. Exactement, avec les deux points, nombre, point, nombre. Par exemple, chercher caméra de surveillance prix, 100.300 €. Ça aide à filtrer par prix. Bon, la liste est longue, mais ces quelques exemples montrent déjà la flexibilité qu'on a. C'est là que ça devient puissant. J'imagine qu'on peut les combiner, ces commandes, pour faire des recherches encore plus précises. Ah, mais complètement. C'est même tout l'intérêt. Et c'est là qu'entrent en jeu les opérateurs logiques AND et OR. Ils sont essentiels pour construire des requêtes plus complexes. Quelle est la différence entre les deux, AND et OR? Alors AND, qui est souvent implicite dans Google, mais on peut l'écrire pour être sûr, ça veut dire que toutes les conditions doivent être vraies. Ça affine la recherche. Par exemple, filetype.pdf, and sitestratégie.gouv.fr, plan France 2030. Il faut tout ça. D'accord. Et OR? Or, qu'on peut aussi écrire avec une barre verticale, ça élargit. Il suffit qu'au moins une des conditions soit vraie. Par exemple, voiture, hors automobile, électrique. On cherche l'un ou l'autre. C'est un peu comme chercher les maisons rouges et avec un jardin, end, ou chercher les maisons rouges ou les maisons bleues, or. Sculpter les résultats pour avoir exactement ce qu'on veut. C'est tout à fait ça. Ça permet d'enlever beaucoup de bruit, de résultats inutiles et de pointer directement vers l'info pertinente. C'est presque un langage à part entière. Et il faut savoir aussi que Google, de temps en temps, il ajuste ses algorithmes pour limiter certains dorks qui seraient trop faciles à utiliser à mauvais escient. C'est une sorte de jeu du chat et de la souris, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des caractères spéciaux qui peuvent aider, un peu comme des jokers Oui, les plus connus, c'est l'astérisque et le trait d'union. L'astérisque, c'est le joker universel. Il remplace un mot ou même plusieurs mots. Si on tape « Comment une bonne présentation ?», Google va chercher comment faire, comment créer, comment préparer, etc. une bonne présentation. Ça rend la recherche plus flexible. Voilà. L'astérix, c'est un peu comme demander à Google de remplir les trous. Parfois, c'est super efficace, parfois, ça donne des trucs un peu bizarres. Et le trait d'union, alors? Le trait d'union, qu'on met juste avant un mot, sans espace, il sert à exclure ce mot des résultats. Par exemple, si on cherche des infos sur l'animal jaguar, mais qu'on a plein de résultats sur la voiture, on peut taper jaguar moins voiture moins automobile. C'est très pratique pour éviter les homonymes ou les sujets qu'on ne veut pas. Pour filtrer le bruit, en somme. Exactement. Le tiret-moins, c'est comme mettre des œillères à Google pour qu'il ignore ce qui ne nous intéresse pas. Ces caractères ajoutent donc encore une couche de polyvalence. C'est assez fou tout ce qu'on peut faire juste en construisant bien ses requêtes. Tout à fait. C'est une compétence qui demande un peu d'habitude, c'est sûr, mais qui est vraiment utile. Que ce soit pour chercher une info très pointue, faire de la veille, ou bien sûr dans le domaine de la cybersécurité. Et là, on a vu les bases, mais il y a encore des dizaines d'autres opérateurs pour aller encore plus loin dans le détail. Alors, pour résumer un peu tout ça, le Google Dorking, c'est bien plus qu'une simple recherche. C'est une technique avancée avec des commandes spécifiques
pour trouver des informations souvent cachées ou difficiles à dénicher autrement. C'est une bonne synthèse, oui. Et le point vraiment essentiel à retenir, c'est l'importance capitale de l'utiliser de manière éthique et responsable, toujours dans le respect de la loi et des autorisations. On a vu aussi son application très concrète et légitime dans les tests d'intrusion. Là, ça devient un outil pour aider les entreprises à se protéger en trouvant les failles avant les attaquants. C'est ça. Et toute la puissance de la technique vient de la maîtrise de ces commandes site.filetype, in-URL, de leur combinaison avec AND et OR, et de l'usage intelligent des caractères spéciaux comme pour la flexibilité ou pour exclure. Très bien. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée, quelque chose qui nous fasse réfléchir. Ben, ce qui est assez frappant et peut-être un peu inquiétant aussi, c'est de voir avec quelle facilité relative on peut découvrir des informations spécifiques, parfois même sensibles, avec ces techniques. Et souvent, c'est juste à cause de négligence, de configuration laissée par défaut par les propriétaires des sites. Hmm. Et ça pose une question plus large en fait, hein. Quelle part de notre empreinte numérique, de tout ce qu'on expose en ligne, volontairement ou pas, est-ce qu'on contrôle vraiment? Et du coup, quelle vigilance supplémentaire ça demande pour chacun d'entre nous et pour les organisations en matière d'hygiène numérique? C'est une réflexion, je crois, essentielle dans notre monde hyper connecté.